Bonjour à tous, merci d'être là pour notre second café marxiste au ventre de l'architecte. Merci à Samir et à son frère de nous accueillir gentiment, voilà, comme toutes les fêtes de mois, quand tout fonctionne bien. Nous recevons aujourd'hui deux personnes fort sympathiques qui vont nous parler du mouvement syndical et de l'histoire du syndicalisme. Tout d'abord, Jo Hernandez, voilà, qui viendra sourire à la caméra, voilà, et donc, qui est membre du PRCF, du Front syndical de classe, et donc il va nous raconter l'histoire du syndicalisme et de ses différents, avec un D à la fin et un S. Et puis Gaël Armand, donc, qui est CGT cheminot et qui va nous parler plus précisément justement des mouvements syndicaux au sein de la SNCF. Voilà, je leur passe le micro, merci à eux. Merci d'être là, à notre exposé. La présentation du mouvement syndical de sa naissance aujourd'hui va se dérouler en 3 parties. Et je commencerai par une présentation des syndicats dans le système capitaliste. Quand Marx fut convaincu que le régime capitaliste ne pourrait être anéanti qu'avec l'organisation révolutionnaire de la classe intéressée et que cette classe était le prolétariat poussé par toutes ses conditions d'existence à la lutte contre le capitalisme, il entreprit d'étudier l'histoire du prolétariat. Quel élément forme la classe ouvrière? Dans quelles conditions historiques se différencie-t-elle des autres classes de la société bourgeoise? Sous quelle forme s'organise-t-elle en classes distinctes? Cherchant une réponse à ces questions, Marx arriva tout de suite à l'étude des syndicats. Il est vrai qu'on ne pouvait vers 1845 trouver des syndicats complètement formés qu'en Angleterre, c'était les trades unions. Encore n'y était-il point sorti de la classe primitive, relativement diffuse, d'organisation. Les socialistes d'alors les dédaignaient, on nourrissait à leur égard une grande défiance, les considérant comme une dépense inutile des forces et des moyens. Les savants bourgeois n'y voyaient qu'une initiative de gens ignorants, voués à l'échec, parce qu'en contradiction avec les lois éternelles de l'économie politique. Il fallait une perspicacité géniale pour apercevoir dans ces faibles embryons du mouvement syndical les premières cellules de l'organisation de la classe ouvrière. Dès 1847, dans sa polémique contre Proudhon, qui déniait toute signification aux coalitions ouvrières, Marx indique pourtant que les syndicats sont un produit aussi inévitable que la grande industrie, que la classe ouvrière elle-même. Leur degré de développement dans un pays indique le mieux la place occupée par ce pays dans la hiérarchie du marché mondial. Les syndicats combattent opiniâtrement les capitalistes. Parfois, ils sont vainqueurs de la lutte, mais alors, la victoire leur a coûté cher. Pour en conserver les fruits, ils doivent affermir leur organisation. Le résultat principal de leur action n'est pas le succès immédiat, c'est la cohésion croissante de l'organisation. Dans l'action, véritable guerre civile se rassemblent et se développent tous les éléments indispensables des futures grandes batailles. Peu à peu s'élargit le champ même de la lutte. Il en arrive enfin à embraser les milieux les plus actifs de la classe ouvrière. Elle devient alors la lutte de classe ouvrière contre la classe capitaliste. Or, toute lutte de classe est forcément une lutte politique, c'est-à-dire une lutte pour le pouvoir. Le syndicalisme est une réalité en mouvement. Il naît avec le salariat qui prend son essor au cours de la révolution industrielle. Il revêt des caractéristiques diverses selon les pays. Il s'implante surtout en Europe et aux États-Unis, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, dans un salariat alors essentiellement ouvrier. À ses débuts, le mouvement ouvrier, récemment émancipé de la tutelle de la bourgeoisie libérale, fait peu de distinctions entre son action politique syndicale, voire même coopérative. La différenciation se fera peu à peu. On arrive à la première partie, les débuts du mouvement syndical, de 1789 à 1906. En France, c'est après
1789 qu'on peut situer la naissance d'embryons d'organisations d'ouvriers sous forme associative. Mais la bourgeoisie veille et fait voter une loi en 1791 interdisant toute organisation ainsi que la grève. C'est la loi Le Chapelier. En 1831, révolte des Canuts. À Lyon, la répression est sanglante et c'est une véritable guerre intérieure. C'est la première fois qu'un groupe d'ouvriers se révolte contre l'État. La répression s'instaure. En 1852, la France est dominée par le Second Empire. Cet État dictatorial, corrompu jusqu'à la moelle, composé d'affairistes, d'arrivistes, d'escrocs, avait vu le jour parce que la bourgeoisie terrorisée par l'insurrection ouvrière de juin 1848, qui, malgré la répression qui avait fait beaucoup de victimes parmi les ouvriers et des déportations, les acquis avaient été obtenus. Par exemple, la réduction de la durée du travail ramenée de 11 à 10 heures par jour à Paris et de 12 à 11 heures en province. Le Second Empire, tout en ôtant la direction politique directe de la société à la bourgeoisie, continua à servir avec zèle ses intérêts économiques et à développer son industrie. Certes, servir avec zèle les intérêts, entraînant par là même le développement du prolétariat et la renaissance du mouvement ouvrier. En 1864, à Londres, des militants ouvriers de différents pays européens avaient fondé la Première Internationale, première association internationale de l'histoire du mouvement ouvrier. Dans la France des années 1860, l'organisation des travailleurs des luttes, les grèves connurent un véritable renouveau. La Commune de Paris fut l'antithèse directe de l'Empire, écrivait Marx en 1871 dans son livre « La guerre civile en France », texte dans lequel non seulement il rend hommage aux communards montés à l'assaut du ciel, mais dans lequel il analyse cette première révolution prolétarienne qui avait tenu le pouvoir pendant 2 mois à Paris. Et en dirigeant révolutionnaire qu'il était, il en tire toutes les conclusions politiques utiles au combat futur de la classe ouvrière. Elle périt en mai sous les coups des troupes de Thiers alliées à celles de Bismarck. L'internationale des classes possédantes était entrée en action pour broyer cette première tentative d'émancipation ouvrière. La répression fit entre 20 000 et 50 000 morts. Les massacres de communards, dont les cadavres jonchaient les rues, ne cessèrent que face au danger d'une épidémie de choléra. La violence de la répression fut à la hauteur de la peur que la bourgeoisie venait de connaître. En 1884, abrogation de la loi Le Chapelier. Liberté d'association instaurée en reconnaissance des syndicats, c'est la loi Waldeck-Rousseau. En 1886, la création à Lyon de la Fédération nationale des syndicats et groupements corporatifs de France, le mouvement ouvrier s'était reconstitué peu après l'écrasement de la Commune. 2 ans après la loi de 1884 autorisant les syndicats, ce premier regroupement constitue une incontestable avancée de l'autonomie ouvrière contre les tentatives de contrôle de la bourgeoisie. La tutelle du Parti ouvrier français de Jules Guesde et Paul Lafargue, qu'elle subit très vite, souvent de manière bureaucratique, permet cependant d'ancrer la conception du syndicalisme de lutte de classe. En 1892, c'est la fondation à Saint-Étienne de la Fédération nationale des boursiers du travail. Elle se crée essentiellement par opposition à la Fédération nationale des syndicats. Elle est dominée par les anarchistes. En son sein et sous l'impulsion de Fernand Pelloutier se forgent les thèses anarcho-syndicalistes, un syndicalisme révolutionnaire basant son action sur la grève générale, qui marqueront profondément le mouvement syndical français. En 1895, naissance du syndicalisme confédéré. Du 23 au 28 septembre à Limoges, des militants représentants des boursiers du travail, des syndicats fédérés ou indépendants se réunissent en congrès. La Confédération générale du travail est née. En 1902, il faut en fait attendre cette date pour que le syndicalisme s'unisse vraiment. La Fédération nationale des boursiers du travail s'intègre définitivement dans l'organisation de la CGT. La CGT adopte alors ses structures durables, basées sur la double organisation, horizontale et verticale. Progressivement se mettent en place des fédérations d'industrie, regroupant les salariés d'une même branche en remplacement des fédérations de métiers. Les boursiers du travail se transforment de leur côté en union départementale, ce que l'on connaît aujourd'hui.
Deuxième partie de la charte d'Amiens, en 1968, entre scission et réunification, selon les fluctuations de la lutte de classe. En 1906, le Congrès confédéral d'Amiens confirme l'article 2 constitutif de la CGT. La CGT réunit en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mise en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Dans une charte, qu'on appelle aujourd'hui la charte d'Amiens, le Congrès précise les points suivants. Reconnaissance de la lutte de classe, lutte pour la suppression du salariat et du patronat, l'expropriation capitaliste, prise en charge de l'économie par le syndicat devenant groupement de production et de répartition, base des réorganisations sociales. La grève générale comme moyen d'action. Si les syndiqués ont l'entière liberté d'agir en dehors du syndicat au sein d'organisations politiques ou philosophiques, le syndicat, pour sa part, mène l'action contre le patronat sans se préoccuper des partis ou des sectes qui, en dehors ou à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. En mars 1906, c'est la terrible catastrophe minière de Courrières. Sur 1800 mineurs, 1100 trouvent la mort, dont 290 enfants de 13 à 18 ans. Suite à cette catastrophe, une grève générale des mineurs qui, dans cette période, sont en pointe dans le combat syndical. 1909. Après un passage éclair du réformiste Louis Niel à la tête de la CGT, il est remplacé par Léon Jouot. Celui-ci, également issu du syndical révolutionnaire, se réclamera surtout de réalisme, puis de réformisme. À partir de 1910, les succès revendicatifs des ouvriers sont palpables, notamment la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. 14-18. Malgré les engagements intérieurs contre la guerre, la majorité CGT s'engouffre dans l'union sacrée. Léon Jouot accepte des responsabilités nationales, l'impliquant dans l'effort de guerre. Une minorité continue à s'opposer à la guerre dès la fin de 1917. L'action revendicative revient en force, les grèves se multiplient, ainsi que les manifestations avec comme slogan « Abat la grève ». Abat la guerre, pardon. M'excuse. Bravo. 1919. Création de la CFDC. Surtout implantée à milieu employé. Sa naissance est discrète, son peu d'influence sur la Seconde Guerre mondiale ne peuvent masquer les éléments majeurs. L'introduction du pluralisme syndical dans la vie française et sa justification par un engagement idéologique, ici la religion, cette même année voit se réaliser un fort courant d'adhésion à la CGT, dans un climat d'exaspération après la terrible épreuve de la guerre et les promesses sociales non tenues. Cette flambée retombera après l'échec des grands mouvements de grève de 1920, partie des chemins de fer, et les débats très durs auxquels donneront lieu à propos de la tactique des luttes. 1921-1922. La révolution russe de 1917 divise profondément la CGT. Les positions se cristallisent entre réformistes, estimant que la société peut être modifiée progressivement, et les révolutionnaires qui entendent la changer brutalement. La scission est consommée par l'éviction du fait du courant révolutionnaire contraint de créer la CGTU en 1922. Les deux courants demeurent éloignés. Le courant révolutionnaire, qui semblait en passe de prendre la majorité à la veille de la scission, stagne dans une CGTU qui mène des luttes courageuses malgré une répression féroce, et une CGT qui favorise le compromis au détriment de l'action des salariés. Chacune promeut l'unité tout en campant sur ses positions. C'est en 1930 que se créent les assurances sociales par capitalisation et en 1932 les allocations familiales. Face au péril fasciste, intérieur et extérieur, les deux courants se rapprochent. Ils mènent des pourparlers dès 1934. En 1935, les deux congrès simultanés décident de la réunification qui se réalise en 1936 au congrès de Toulouse. CGT et CGTU avaient participé à l'élaboration du programme du Rassemblement populaire, appelé ainsi Front populaire, qui devait remporter les élections législatives en mai 1936, 2 mois après le congrès de réunification. Les grèves de juin 1936 à l'occupation d'usines sont un succès pour la classe ouvrière et pour la CGT, qui compte 4 millions d'adhérents. Grève qui débouche sur les accords de Matignon. Le patronat est obligé de satisfaire un grand nombre de revendications, à savoir
une augmentation des salaires, les congés payés, les conventions collectives, les délégués d'atelier, etc. Ces acquis entraînent un fort courant d'adhésion au syndicalisme, qui profite essentiellement au courant révolutionnaire dans la CGT. Celle-ci se trouve renforcée dans ses orientations par l'apport des deux courants. Insertion dans la vie nationale et lutte de classe se conjuguent pour donner son originalité au syndicalisme français. 1939, le pacte germano-soviétique permet à un groupe particulièrement réactionnaire, amené par Léon Jouot et par Belin, qui deviendra ministre du Travail de Pétain, d'exclure des militants CGT appartenant au Parti communiste et les organisations qui dirigent. C'est à nouveau la scission. Le 9 novembre 1940, dissolution des syndicats par Pétain. Sous la direction de Benoît Frachon, le courant révolutionnaire conduit la lutte syndicale clandestine. En avril 1943, accord de Péreux, dans la clandestinité, qui a entériné la réunification de l'ex-CGT confédéré et de l'ex-CGTU. Ils furent conclus par Robert Pottereau et Louis Saillant pour les ex-confédérés et Henri Reynaud et André Tollet pour les ex-unitaires. Il fut mis en forme et couché sur le papier qu'à la Libération. 44-47. Cohabitation des deux courants dans la CGT unique, symbolisée par l'existence de deux secrétaires généraux, Benoît Frachon et Léon Jouot. La CGT, qui a participé à l'élaboration du programme du CNR, contribue à la bataille de la production et aux grandes réformes qui prévoyaient en 1945. Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, s'adresse aux ouvriers pour leur demander de nouveaux efforts et sacrifices afin d'augmenter la production industrielle. Pour la troisième fois de son histoire, après 1919-1936, le syndicalisme français prend un véritable caractère de masse. Dans cette période est fondée la Fédération syndicale mondiale et la Fédération syndicale internationale. Dans cette même période se crée une organisation catégorielle de cadres, la CGC, et des transformations fondamentales voient le jour. Les délégués du personnel, la sécurité sociale et les comités d'entreprise. 47-49. Les tensions politiques à l'intérieur du tripartisme, alliance au gouvernement et à l'Assemblée, des trois grands partis politiques, socialistes, démocrates chrétiens et communistes, se répercutent sur le mouvement syndical. Le choix de la tutelle américaine sur la vie nationale et le plan Marshall renforce les désaccords. Léon Jouot et les groupes Force ouvrière à l'intérieur de la CGT appellent à la quitter, considérant qu'il y a des traites et des staliniens à l'intérieur. La scission intervient. En 1948, avec le financement de la CIA, le courant réformiste s'organise dans une confédération syndicale prenant le nom de CGT Force ouvrière, tandis que la Fédération de l'éducation nationale choisit l'autonomie, ainsi que différents autres syndicats de moins d'importance. La scission frappe également le syndicalisme international. En 1949 se crée la Confédération internationale des syndicats libres, née d'une scission intervenue au sein de la Fédération syndicale mondiale. En 1948 est créée l'Union générale des ingénieurs cadres CGT, l'UGIC. Les années 1950-1960, une minorité organisée depuis 1948 autour du SGAI, Syndicat général de l'éducation nationale, tente d'orienter la CFTC dans une voie plus moderne. Elle souhaite l'abandon de la référence à la collaboration de classe, une prise de distance à l'égard de l'Église. Elle défend une vision progressiste, voire socialiste à l'égard de l'Église, de la société, pardon. La CGT, tout en conduisant les luttes revendicatives, mène le combat contre les guerres coloniales et pour la répression. Quand AFO, essentiellement soudée par l'anticommunisme, elle prône la politique de la présence, être partout se décide le sort des salariés. En 1953, arrestation des dirigeants de la CGT. Benoît Frachon entre dans la clandestinité. Cette période voit le déclenchement de la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, où le mouvement ouvrier avec la CGT s'est opposé avec force par un activisme important et continu. En 1956, adoption de la troisième semaine de congés payés. En 1958, suite au coup d'État d'Alger, le général de Gaulle prend le pouvoir. C'est la Ve République. La CGT appelle à la grève et à la manifestation afin de s'opposer à ce coup d'État. En 1963, la réquisition par de Gaulle amène une réplique par une grève massive qui a déclenché le 1er mars et se termine 33 jours après. La mobilisation s'est soldée par un accord notamment sur une augmentation des salaires de 12,5%. 1964. Le courant reconstruction de la CFTC, l'ancienne minorité, obtient du Congrès la déconfessionnalisation de l'organisation qui devient désormais CFDT.
une petite minorité décide cependant de maintenir la CFTC et fait scission. En 1966, le premier accord d'unité d'action est signé entre la CGT et la CFDT. Les FO refusent de s'y rallier. 1968. Les grèves de mai-juin sont d'une puissance inégalée. Pendant que les étudiants occupent les facultés et s'opposent aux forces de l'ordre, les travailleurs partout en France occupent les usines et par corps de métier déposent leurs cahiers revendicatifs. Suite à ce grand mouvement, où sont comptabilisés 10 millions de grévistes, s'ouvrent les accords de Grenelle, avec comme résultat plus 35% du SMIC et 54% du SMAG, qui est le SMIC agricole. Reconnaissance du syndicat à l'intérieur de l'entreprise, puis ouverture d'importants accords d'entreprise. 1969, UGIC devient UGIC-CGT, Organisation des ingénieurs, cadres techniciens et jeunes de maîtrise. 1970, au cours de son congrès, la CFDT se prononce pour un socialisme autogestionnaire et reconnaît l'existence de la lutte de classe. Nous arrivons à la troisième partie, de 72 à aujourd'hui, l'échec du syndicalisme rassemblé ou d'accompagnement. La CGT approuve la signature du programme commun de gouvernement en 72 par les partis de gauche, communistes, socialistes et mouvements des radicaux de gauche. Depuis plusieurs années, la CGT défendait l'idée de ce programme et l'élaboration duquel elle était prête à participer, ce que le refus des autres ne permit pas. Elle devait soutenir ensuite ce programme politique. Février 1973 se crée à Bruxelles la CES, qui regroupe 18 pays. Elle est construite sur des critères anticommunistes, comme d'ailleurs la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération syndicale internationale. 1974, un second accord est signé entre la CGT et la CFDT, plus complet que le précédent. Il est plus précis également sur les modalités d'action. Entre-temps, la CFDT a condamné les actions aventuristes qu'elle favorisait depuis 1968. Durant cette période, le syndicalisme va connaître une situation très difficile. Désengagement des salariés et désyndicalisation. 1979, à son congrès de Brest, la CFDT décide du recentrage de son orientation. Elle entend désormais s'appuyer sur le réalisme et la négociation. Elle abandonne ses éléments révolutionnaires issus de 68. Elle réfute la conception d'affrontement global sur lequel était basée l'unité CGT-CFDT. En fait, la rupture est consommée dès 1977, en lien étroit avec celle des partis de gauche. Les accords signés à partir de ce moment auront très peu d'effet. Les années 1990-1995 voient la remise en cause de la lutte de classe, concept qui a marqué le siècle et influencé le mouvement syndical. Création de Sud PTT et de la coordination santé par scission des fédérations CFDT, explosion de la faim qui se divise en deux avec création de la FSU. Simultanément s'opèrent des recompositions. Les organisations autonomes, essentiellement issues du secteur, se regroupent à l'initiative de la FEN et de la Fédération Générale des Autonomes des Fonctionnaires, en créant en 1993 l'UTSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, avec comme objectif leur confédéralisation. Dans le même temps, le libéralisme fait des ravages et les syndicats sont confrontés à une situation grave. Précarité, chômage, marginalisation, pas salaire, déviation des qualifications. Remise en cause des droits sociaux, menaçant la société d'explosion. Confronté à ce défi, le syndicalisme dispersé doit retrouver son efficacité en dépassant ses désaccords idéologiques. L'orientation de la FSM, que la CGT tente depuis 20 ans d'infléchir dans le sens de la démocratie et de l'indépendance, tourne le dos à ses principes, à un point tel qu'elle décide de la quitter, décision du Congrès 1995. La fin de l'année 1995 voit se développer de grandes luttes sociales. D'importantes grèves et manifestations ont lieu pour la défense du système de retraite, le maintien des régimes spéciaux et pour l'emploi. Plus de 2 millions de manifestants. Ce mouvement précipite le changement de gouvernement. Il est également révélateur des divergences profondes sur ces dossiers entre les organisations syndicales. Les positions et orientations de la CFDT, soutien au plan Juppé, impulsées par l'équipe animée par Nicole Noda, conduisant à des reculs sociaux, vont créer une première crise interne. Dans cette période, le mouvement syndical est confronté aux mutations du monde du travail. La question de l'indépendance syndicale par rapport aux partis politiques est à nouveau posée, et notamment le rapport de la CGT au PCF. Également, il y a un changement dans le rapport de processus de négociation aux différents niveaux nationaux, par branche et dans les entreprises et au niveau interprofessionnel. C'est un tournant dans la CGT, qui ne s'en tient plus à un rôle contestataire, elle tourne le dos à la politique de la chaise vide.
S'engage alors une stratégie de convergence avec les autres organisations syndicales, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndicalisme rassemblé, qui dans les faits va privilégier l'alliance avec la CFDT. Cette nouvelle orientation va rencontrer une forte résistance parmi les militants dans les unions départementales et unions locales, les fédérations et les syndicats de base, dû principalement au danger de perte d'identité de la CGT et au risque d'abandon des principes de lutte de classe. Au plan européen et national, la CGT décide d'adhérer à la CES, la Confédération européenne des syndicats. Pourtant, en 1957, la CGT avait considéré que le traité de Rome, instituant la communauté européenne et le marché commun, ancêtre de l'UE, comme un instrument antinational et antisocial, au service des trusts, et dans un texte de 1988, Henri Krasuki attirait déjà l'attention sur le côté nocif de cette construction européenne. Je cite, « Cette Europe qu'on nous a présentée souriante, c'est la perte de l'indépendance nationale de la France et c'est le sacrifice de l'intérêt des travailleurs français comme ceux des autres pays concernés. » Dans un autre texte de 89, le camarade de Krasuki déclarait « Il y a bien du monde pour présenter l'Europe comme un projet généreux, en agitant des idées qui ne nous sont en rien indifférentes comme progrès social, amitié entre les peuples, solidarité internationale. Mais ce qu'ils font, c'est tout autre chose. » Jusqu'à la fin des années 80, la position de la CGT est donc celle d'une très nette condamnation de l'Union européenne. L'adhésion de la CGT à la CES a une dimension qui ne concerne pas que le champ syndical, mais surtout le champ politique. Si l'Europe est une réalité historico-culturelle et une réalité géographique, l'Union européenne, elle, est une construction politique fondée structurellement, par raison d'être et par objectif déclaré, sur le libre-échange. Elle a été mise en place par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dominée par eux, flanquée d'une organisation militaire sous commandement américain, l'OTAN. Cette construction politique est encadrée par des traités et des institutions qui rendent impossible toute politique de gauche favorable aux travailleurs et qui mettent l'oligarchie hors de tout contrôle et de toute sanction populaire, comme on a pu le constater avec le contournement scélérat du vote lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Du fait, la CES a un statut de représentant syndical au sein des différentes instances officielles européennes, et tout particulièrement auprès de la Commission européenne. La constitution de la CES se fait au rythme des élargissements de l'UE, de l'intégration européenne sur la base de l'acceptation des lois du marché et du sentiment implicite d'appartenance au monde occidental sous hégémonie états-unienne. Elle est issue de la Confédération syndicale, la CECL, qui au départ rassemble les syndicats de l'Europe des six. Elle est donc étroitement dépendante idéologiquement, politiquement et financièrement à l'Union européenne et marquée dès le départ par un engagement anticommuniste et contre l'Union soviétique. Pour y être membre, il faut obligatoirement reconnaître l'utilité, la valeur, le bien fondé de l'existence et de l'action de l'UE. La période de 2000 à 2005 est caractérisée par des mouvements sociaux d'envergure, tant au niveau national qu'au niveau européen et international. Dans certains cas, l'exaspération des travailleurs conduit à la radicalisation des formes de lutte. Le coup de tonnerre d'avril 2002, qui oppose Chirac face à Le Pen lors de l'élection présidentielle, suscite un sursaut du syndicalisme français. C'est la conséquence de l'insuffisance prise en compte des aspirations et besoins des salariés de la société par le gouvernement précédent. On peut se rapporter à ce qui se passe aujourd'hui. Face aux enjeux sociétaux et au projet de refondation sociale du MEDEF, le mouvement social est à la recherche de son unité. Dès la fin de la première année des travaux, les minces résultats de la refondation sociale montrent les limites et faiblesses de la stratégie patronale. La CGT contribue fortement tout en œuvrant pour un renouveau du syndicalisme. Le faible taux de syndicalisation, l'absence d'organisation syndicale dans la majorité des entreprises, particulièrement dans le secteur privé, et la persistance des entraves et la répression syndicale demeurent des caractéristiques profondes de la situation sociale en France. Pourtant, le degré de confiance que les salariés accordent aux priori aux syndicats n'a jamais été aussi important. Le mouvement syndical français continue de porter des approches différentes pour répondre à l'énorme déficit social d'une société toujours en crise depuis son 46e congrès. La CGT agit pour se renforcer tout en considérant qu'une unité syndicale est efficace sans menacer son identité. L'unité syndicale est d'ailleurs une aspiration des salariés. En 2003,
La CFDT connaît une nouvelle crise interne importante suite à ses positions sur le dossier des retraites. De nombreux syndiqués, militants et des organisations la quittent. Beaucoup rejoignent la CGT, santé, commerce, cheminots, transport, routier, banque. La création d'une nouvelle organisation syndicale internationale unifiée et élargie pour faire face aux défis sociaux de la mondialisation est débattue en janvier 2005, lors du 4e Front syndical mondial. La CGT prend sa place dans ce débat. De son côté, la Fédération syndicale mondiale trace un nouveau chemin moderne et combatif pour correspondre aux mutations du mouvement syndical international et des sociétés, avec pour principe de base et valeurs les mots-clés: analyse, action, unité, lutte, démocratie, solidarité, indépendance, coordination pour les revendications de la classe ouvrière, lutte pour des droits des travailleurs, unité de tous les travailleurs face au monopole et aux impérialistes, pour la paix et le progrès, pour la solidarité avec les peuples qui subissent les menaces et les attaques des USA et de leurs alliés. Elle apporte son soutien à tous les mouvements et luttes des travailleurs dans le monde. Elle vient d'apporter son soutien aux Gilets jaunes et vient d'appeler ses organisations affiliées et ses amis, tous les militants et les syndicalistes de classe, à joindre la campagne internationale de solidarité avec la République bolivarienne du Venezuela. En conclusion, faiblesse de l'engagement syndical aujourd'hui, mais désir de rupture en rejoignant les rangs de la Fédération syndicale mondiale. Aujourd'hui, dans de nombreuses organisations est posée la question de la réadhésion à la FSM. Ce qu'ont déjà fait les fédérations de la CGT, chimie, commerce, des unions départementales et locales, tout en restant dans la CES, ainsi que l'Union des syndicats de Monaco, qui elle a carrément démissionné de la CES et vient d'adhérer à la Fédération syndicale mondiale. En 2016 s'est tenue au Danemark la première conférence régionale d'Europe de l'Union internationale de pensionnés, de retraités, syndicats et des personnes âgées de la FSM, avec la présence de délégués du Danemark, de Grèce. Pour la France était présent le Front syndical de classe, dont je faisais partie, et la Fédération CGT de la chimie. La Grande-Bretagne, l'Italie, Chypre, le Portugal, la Russie, la Croatie, l'Ukraine, l'Autriche, la Galice basque et l'Espagne, avec des messages de soutien de l'Albanie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Malte, Finlande, Irlande, Suède, Suisse, Norvège. La réalité des luttes, comme pensionnés du Canada et des États-Unis et de l'Australie, étant similaire à celles qui se mènent en Europe, font qu'elles ont également envoyé des messages de plein succès à cette nouvelle branche de la FSM. En 2017, la crise politique que traverse le pays, crise mise en relief par le résultat des dernières élections présidentielles et législatives, l'offensive menée par le gouvernement Hollande contre la classe ouvrière, notamment la loi El Khomri, s'est heurtée à une puissante opposition, sans pour autant faire infléchir la contre-réforme du Code du travail. Dans les entreprises, les militants de la CGT ont commencé à prendre conscience qu'il fallait rompre avec la collaboration de classe et avec les tentatives de fusionner avec la centrale syndicale intégrationniste qu'est la CFDT. La révélation de la corruption de Thierry Lepant a joué son rôle. Durant cette période, la France est en tête dans l'UE pour le nombre de grèves et leur durée. Mais l'orientation confédérale de la CGT reste celle qui s'était imposée dans les années 80 et symbolisée par Bernard Thibault, qui est aujourd'hui casé comme président du Bureau international du travail et pressenti, il n'est plus pressenti d'ailleurs, maintenant il est membre du Comité international olympique, pour empêcher les grèves et les revendications salariales excessives pendant la préparation de la tenue des Jeux olympiques de Paris. Cette orientation est poursuivie par Martinez et le Bureau confédéral. Aujourd'hui, en France, le syndicalisme se caractérise par l'émiettement des forces et un taux de syndicalisation inférieur à 10% des salariés. Le syndicalisme se trouve donc confronté à de graves questions de crédibilité et d'efficacité, alors même que le salariat représente l'écrasante majorité de la population active, 85%, et qu'il a l'impérieuse nécessité de s'unir contre les attaques de plus en plus violentes qu'il subit. Depuis 10 ans, la France n'a jamais connu autant de reculs sociaux. Et les adversaires de classe, à l'image de Macron, ne s'arrêteront pas si les organisations syndicales, et en particulier la CGT, ne créent pas un rapport de force à la hauteur des enjeux. Et si à son prochain congrès, qui a lieu en mai, elle ne pose pas de véritable enjeu pour la classe ouvrière, à savoir se conformer ou redevenir syndicat de lutte de classe. Il n'est pas rare encore aujourd'hui que les syndicats de la CGT fassent référence à la victoire du Front populaire, des grèves de 1936 et de l'occupation des usines, des accords dits de Matignon du 7 juillet 1936. Mais comme tous les mouvements sociaux et sociétaux, ceux de 1936 ne sont pas tombés du ciel, mais précédés de luttes sociales, de conquête de droits et de batailles d'idées, de défense de la République, de laïcité et de la paix. À chaque période de son histoire, le monde du travail a su conquérir des droits sociaux importants, que le patronat
et les gouvernements ont dû concéder devant la force du mouvement social, devant son exigence de front syndical commun et de lutte. Il y a 100 ans, 200 délégués salariés des compagnies ferroviaires, privées qui se partagent à l'époque le rail national, signent l'acte de naissance de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer français, des colonies et des pays du protectorat. Une force de 65 000 travailleurs qui adhèrent en bloc à la CGT. En 2018, Macron lâche une petite bombe dans l'univers ferroviaire. Il annonce ses intentions de vouloir mettre fin au régime spécial de retraite des cheminots, l'un des éléments centraux de ce corps professionnel. Il en profite également pour réaffirmer sa détermination à poursuivre l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire, déjà engagé depuis maintenant 10 ans dans le secteur du transport de marchandises, en l'étendant au TER en 2019 et au TGV en 2021. Quelle suite a donné les organisations syndicales à cette déclaration et la mise en œuvre de ces attaques contre les services publics de transport? Et bien pour en parler, je décerne la parole à mon camarade Gaël. Bien. Merci Jo, merci à vous et merci à nous autres, bien sûr. Alors, je vais parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais faire un peu l'historique de la CGT cheminot. On va parler de luttes, notamment de 3 luttes, de 1995, la réforme des retraites de 2010, et ensuite la troisième, je les groupe ensemble. Ce sont... Il marche bien le micro? Oui. Allô? Oui. Il marche Ça coupe un petit peu. Donc je vais traiter ensemble les réformes de 2016 et de 2018. Ça marche mieux? Oui. Ensuite on parlera du rôle de l'Union européenne, de la libération du rail ailleurs en Europe, et on va parler également des luttes à venir. Alors je ne vais pas retracer toute l'histoire de la CGT cheminot aujourd'hui, en particulier parce qu'elle est profondément liée à l'histoire de la Confédération en général. À un tel point que le premier secrétaire de la CGT est issu du syndicat national des chemins de fer qui deviendra plus tard la CGT cheminot. Ensuite on retrouve au sein de la CGT cheminot les mêmes luttes internes qu'a décrit notre camarade Jo tout à l'heure vis-à-vis de l'attitude à avoir lors de la Première Guerre mondiale de l'Union sacrée. Les divergences plus tard entre réformistes et révolutionnaires, mais aussi sur le pacte germano-soviétique. J'aimerais cependant insister sur quelques éléments, notamment la violence avec laquelle furent réprimés les mouvements de grève des travailleurs du rail, notamment la grève dite de la thune en 1910, la thune ici symbolisant la pièce de 5 francs que les cheminots grévistes demandent comme salaire journalier. Grève victorieuse certes, mais réprimée dans le sang par le gouvernement d'Aristide Briand, par peur de ne plus être en mesure d'assurer la défense du territoire dans un contexte de tensions grandissantes en Europe. Mais aussi de plusieurs petits mouvements dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, qui se soldent par des arrestations et plus de 18 000 révocations entre 1818 et 1920. Cela montre bien le rôle primordial qu'occupe le réseau ferré, non seulement comme pilier de l'économie, mais aussi comme pilier stratégique pour la défense nationale. Aussi, il est important de souligner le rôle qu'ont joué les cheminots dans la résistance à l'occupant fasciste, car on parle plus souvent du rôle de la SNCF qui, tout juste créée, fut mise au service du Troisième Reich par le collaborateur Pétain. Les sabotages, la diffusion de presse clandestine, l'assistance dans la fuite de juifs, de soldats français britanniques, prisonniers, travailleurs fuyant le service du travail obligatoire, tout cela, les cheminots le payent très cher. Le bilan humain donné par l'historien Paul Durand est lourd. Plusieurs centaines de cheminots fusillés, plus de 1100 cheminots morts en déportation sur 2480 déportés, 2361 tués en service ou hors service. Il y a quelques semaines, nous avons commémoré la mort de notre camarade Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération des cheminots et secrétaire général également du Parti communiste français, lâchement fusillé le 7 mars 1942, avec notamment d'autres camarades. Cette implication des cheminots dans la résistance culmine avec l'appel à la grève insurrectionnelle du 10 août 1944, qui fut décisive dans la libération de Paris. Les cheminots, puis traminots de la capitale Saint-Sulge, leur cri de ralliement « Plus un train pour les nazis ». Alors, cette précision à mes yeux faite sur l'histoire de la CGT, je ne vais pas après revenir en 1968 tout
ça. Je vous propose de parler de choses un peu plus récentes, avec pour commencer la lutte de 1995. Donc rappelons d'abord le contexte de ce mouvement. Le printemps 95 voit l'élection de celui qui sera président de la République pour les 12 prochaines années, monsieur Jacques Chirac. Il fait de la fracture sociale le thème principal de la campagne. Jacques Chirac étant tout à fait marxiste. Donc selon monsieur Chirac, la machine France ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus pour tous les Français. On pourrait même se poser la question si elle a déjà fonctionné. Pour adresser cette fracture, il nomme Premier ministre M. Alain Juppé, qui le 15 novembre 1995 annonce le plan suivant. Un allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 annuités pour les salariés de fonction publique. Cette mesure ayant déjà été décidée pour les travailleurs du privé lors de la réforme de Balladur en 1993. L'établissement d'une loi annuelle de la sécurité sociale qui fixe les objectifs de progression des dépenses maladie et envisage la mise en place de sanctions pour les médecins qui dépassent cet objectif. Un accroissement des frais d'hôpitaux et des restrictions sur les médicaments remboursables, le blocage et l'imposition des allocations familiales versées aux familles, combiné avec l'augmentation des cotisations maladie pour les retraités et les chômeurs. Il est clair que ce plan n'a strictement aucune intention d'adresser les inégalités sociales grandissantes, et bien au contraire, il les aggrave. L'indignation est immédiate, sauf bien sûr à la direction de la CFDT et même chez certains dirigeants du Parti Socialiste qui y sont favorables. C'est seulement 2 jours après que le gouvernement commet une erreur qui servira sûrement de leçon aux gouvernements successifs. Anne-Marie Drac, secrétaire d'État au transport présente au syndicat de la SNCF son contrat de plan pour les années 96-2000, qui est le contrat qui suit la suppression de 6000 km de lignes non rentables, soit le quart du réseau ferroviaire, la suppression de 73 000 emplois de cheminots et l'augmentation de 6% du tarif des billets de train. Toute ressemblance avec les faits actuels est bien sûr fortuite. Tout ça, bien sûr, en échange d'une reprise par l'État de la dette SNCF qui s'élève à l'époque à 100 milliards de francs. Cette concomitance de l'annonce du plan Juppé et du contrat plan SNCF cristallise le mouvement social. Il s'ensuit une grève reconductible dure et suivie qui culmine avec des manifestations rassemblant plus de 2 millions de personnes. Le 15 décembre, le gouvernement Juppé annonce l'abandon des réformes sur la retraite, les régimes spéciaux et la fonction publique. Cependant, il ne cédera pas sur l'étatisation de la sécurité sociale. Le budget de celle-ci sera désormais débattu au Parlement en désaccord complet avec les idéaux du Conseil national de la résistance. 2 ans seulement après cette victoire, la SNCF se voit séparée en 2 entités distinctes. C'est la création de RFF, Réseau Ferré de France, qui devient propriétaire et gestionnaire du réseau ferré. L'entité SNCF, elle, se contentera de l'exploitation commerciale des trains, pour laquelle elle doit reverser un péage à RFF. RFF, lui, désormais, sous-traite la maintenance du réseau SNCF. Après, c'est devenu la mode, en fait, entre services. On se facture, tu me factures, je te facture, et après, au-dessus, ils nous disent qu'on coûte trop cher parce qu'on facture à tout le monde. Tout ceci est l'application dans le droit français de la directive européenne 91/440, qui sera le préambule au premier paquet ferroviaire européen, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. De 2010 à aujourd'hui, donc... un mot sur les 3 mouvements récents, en commençant par la réforme de retraite lancée par Nicolas Sarkozy en 2010. L'objectif est clair, reculer l'âge de départ de la retraite en mettant en place une décote progressive. C'est une petite révolution au chemin de fer, parce qu'auparavant, un cheminot sédentaire ayant atteint l'âge de 55 ans se voyait remercié sur le champ. Depuis cette retraite, on parle d'âge d'ouverture des droits, les travailleurs ayant la possibilité soit de partir avant la décote, au risque de voir leur pension fortement réduite, soit en partant après cette décote de 2 à 3 ans, avec le même niveau qu'avant la réforme, ou bien même de continuer après la décote pour espérer gagner quelques euros. Dans un contexte de chômage de masse, cette réforme est complètement déconnectée de la réalité sociale de notre pays. Les cheminots se lancent dans un mouvement de grève aux côtés d'autres secteurs d'activité, mais le gouvernement ne pliera pas. C'est une défaite qui laisse un goût amer à nombreux cheminots CGT. Certains vont jusqu'à rendre leur carte. Et ceci s'explique, comme nous l'a raconté Jou tout à l'heure, par le virage qui est opéré à la CGT. On voit ici un bel exemple du fameux dialogue social. En effet, la CGT de Bernard Thibault négocie auprès du gouvernement la mise en place d'un échelon supplémentaire permettant aux cheminots impactés par la réforme de gagner une position sur l'échelle de rémunération. En gros,
Ça permet 30 à 40 euros sur leur fiche de paye et plus tard sur leur pension. Monsieur Thibault crie victoire, les cheminots crient à la trahison. Au printemps 2016, le gouvernement socialiste de François Hollande lance ce qui va être le préambule à la future réforme ferroviaire d'Emmanuel Macron. En voici les principaux points. La création du groupe public ferroviaire qui reprend sous son aile dans une holding, désolé pour l'anglicisme, les différentes entités ferroviaires. Je dis holding parce que holding c'est le nom de Deutsche Bahn Holding en fait. Là on est clairement dans l'application, c'est pas qu'à la SNCF d'ailleurs. Hein. Puisque les Allemands le font, bon, on va faire pareil. Il n'y a pas forcément de réflexion derrière. C'est pareil pour les eurorégions, c'est pareil pour plein de choses. Donc la holding qui regroupe les différentes entités ferroviaires, y compris RFF qui devient SNCF Réseau. Cependant, comme l'oblige le premier paquet ferroviaire de l'Union européenne, la séparation comptable entre le réseau et l'opérateur est maintenue. Ensuite, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, le gouvernement veut mettre en place un cadre social commun à tous les travailleurs du rail, dans l'objectif d'empêcher la concurrence de se faire au dumping social. 3 niveaux dans ce cadre. Un premier niveau de base décrété par le gouvernement, un second cadre dit de branche, c'est la création de la convention collective nationale qui est en train d'être débattue en ce moment, et un dernier niveau qui est l'accord d'entreprise. La mobilisation n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. La grève reconductible de juin 2016 s'essouffle rapidement. La faute, selon moi, à un défaut de pédagogie de la CGT qui n'a pas su expliquer cette réforme. Et c'est important de faire cette autocritique. La direction nous promet un accord d'entreprise équivalent au RH 77 qui codifiait jusqu'alors les conditions de travail des cheminots. Donc certains se disent « Ah ben on n'a rien perdu en fait ». Parce que l'accord qu'on a passé, bah, c'est la même chose. Sauf qu'à l'époque, on ne parle pas encore du transfert de personnel. Transfert qui est au cœur de la réforme suivante, initiée par M. Macron et Mme Borne, ministre des Transports. Cette réforme est la transcription directe dans le droit européen, dans le droit français du 4e paquet ferroviaire européen, voté par le Parlement de Strasbourg fin 2017. Donc vous voyez la juxtaposition. Donc décembre 2017, ils votent le 4e paquet, et au printemps, on y va et on tue la SNCF. Elle établit l'ouverture à la concurrence des transports de voyageurs dès 2020, la fin de l'embauche, la concurrence donc dès 2020 et la fin de l'embauche du statut des cheminots au 1er janvier 2020. Le transfert obligatoire des personnels lors de la perte d'appel d'offres, c'est-à-dire en gros, si votre ligne de train part au privé, par exemple c'est la région qui fait un appel d'offres, on dit Transdev machin, je vous paye tant, si la moitié de votre activité professionnelle se fait sur cette ligne, vous êtes transféré d'office. Et si vous refusez, eh bien vous êtes considéré démissionnaire. Et c'est le nouvel opérateur qui brise votre contrat de travail. La mise en danger de 9000 km de lignes dites non rentables. Tout ceci sans adresser le problème qui est au cœur de la question ferroviaire en France. Aucun nouveau financement n'est prévu. Et même si Macron dit reprendre une partie de la dette SNCF, comment prévenir cette dette de s'envoler à nouveau? Comment répondre à l'effondrement de la part du fret dans le transport de marchandises dans un contexte d'urgence écologique? Comment assurer la sécurité d'un réseau qui est vieillissant et qui a besoin désespérément d'investissement? Toutes ces questions, la réforme Macron-Borne n'y répond pas. La seule préoccupation de ce gouvernement, c'est l'application du droit européen au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Alors le thème de ce café marxiste, c'est les moyens d'action. Mais croyez-moi que c'est aussi le terme de cette mobilisation contre la réforme Macron-Borne. En effet, Laurent Brun, secrétaire national de la Fédération, nous propose une forme de grève inédite qui permet de couvrir l'intégralité de la période des débats parlementaires. C'est donc sous la forme de 2 jours de grève, 3 jours travaillés que se déroule cette lutte. Et on en débat encore aujourd'hui de cette décision. Elle a rempli son rôle en tout cas. La production est très fortement perturbée sur une période de 3 mois. L'autre possibilité, c'était bien sûr la grève reconductible, comme l'a proposé le syndicat Sudrail. Le risque étant de refaire un second juin 2016, oui. Ou tout simplement que Macron, borné comme il est, et puis on le voit très bien aujourd'hui, hein. Surtout aujourd'hui. Hein. Politique de pourrissement. Eh bien, qu'il laisse tout simplement le mouvement s'effondrer de lui-même,
quitte à perturber la production. La durée de ce mouvement aurait pu aussi permettre à d'autres fédérations, d'autres luttes de prendre le train en marche et de voir une convergence de ces luttes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La violente attaque qui est faite au service public ferroviaire rentrera en application le 1er janvier 2020. Alors, quel est le rôle de l'Union européenne dans tout cela ? Eh bien, cette réponse, elle est très simple, puisque le rôle, il est total. Tout ce qui a été fait ces dernières années, depuis 1997, même bien avant, l'éclatement de SNCF et de RAFF, l'éclatement comptable, surtout, entre l'opérateur et le réseau, ce sont l'application des directives européennes. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur les sites internet de l'Union et à lire, à découvrir ces textes que sont les paquets ferroviaires. On y retrouve le même langage, ou plutôt la déconstruction du langage, qui sont la marque de fabrique de la Macronie. Libéralisation égale liberté, concurrence égale qualité de service, sous-traitance égale sécurité. Le dogme ultralibéral de Maastricht nous voit un rail européen fort, accessible, qualitatif. Tout cela grâce à la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. La réalité, elle, nous tient un autre discours. Et d'ailleurs, on va en parler avec les exemples qu'on a de libéralisation aujourd'hui. Et le premier exemple de libéralisation qu'on a, c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui en France avec le fret ferroviaire, qui est donc l'application du deuxième paquet ferroviaire. Ça date l'application en 2005 en France. Pour vous faire un peu le topo, bon, il y a 30% des contrats qui sont partis au privé en 2005. Ça a été une belle petite catastrophe parce que c'est pas comme aujourd'hui où on prépare quand même un peu cette ouverture. L'ouverture du fret, ça a été vraiment un sparadrap arraché, quoi, tout de suite. Et, donc on a perdu 30% du trafic à des opérateurs privés, mais surtout on a perdu face à la route. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire du train comme on faisait avant, de faire des trains, avec du triage, avec du personnel qui est sur les triages, qui permet par exemple de prendre un wagon d'ici, un wagon de là, mettre tout ça dans un train, faire partir à l'autre bout de la France, à l'autre bout ils retrient et ils refont partir. Aujourd'hui, on est obligé de faire du train complet parce qu'on n'a pas de personnel. Parce qu'on n'a plus les infrastructures nécessaires pour ça. Enfin, si, les infrastructures, voilà, mais on les laisse pourrir. Les autres exemples, eh bien, il suffit de regarder autour de nous, ailleurs en Union Européenne, et c'est sans appel. Le monopole naturel qu'est le système ferroviaire souffre de cette libéralisation à marche forcée. Allez faire un tour en Allemagne, dans les gares TER, où il n'y a plus de guichet, il n'y a plus rien. On a complètement éclaté le TER allemand par petits bouts, par petites lignes, et on se retrouve. Il suffit de prendre le train, moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Le train à chaque gare où il fait un arrêt, les trains ils sont d'une couleur différente. Partout. Il y a plus de 100 entités ferroviaires en Allemagne qui font du train. En particulier d'ailleurs Keolis, filiale de SNCF, parce que ça aussi on sait faire. Et il suffit aussi de regarder en Angleterre, qui est en avance de plusieurs décennies sur nous. Ils ont même été plus loin en Angleterre, parce qu'eux ils ont carrément donné le réseau à un trust d'opérateurs privés qui a tellement rogné sur les moyens financiers pour entretenir le réseau qu'il y a eu des accidents très très graves. Et donc ils sont revenus en arrière. Aujourd'hui le rail anglais est la propriété, pas vraiment d'une entreprise publique parce que ça n'a pas le statut d'entreprise publique, mais c'est une entreprise sur fonds publics à caractère non sans profit, quoi. Ils sont revenus en arrière. Mais après, on a par exemple des lignes qui étaient opérées par la Virgin, qui étaient déficitaires, et la Virgin s'est complètement cassé la gueule. Ils ont réinjecté 3 milliards de livres dans les lignes de chemin de fer de la Virgin, tout ça pour qu'elle se recasse la gueule encore une fois. Et là, ils mettent en place un système d'urgence, de renationalisation, qui n'est pas vraiment de renationalisation, mais ils mettent en place un opérateur public, sur fonds publics, pour faire tourner la ligne, parce que ça s'est complètement cassé la gueule. Alors, un petit mot sur les luttes à venir. Pour moi, la plus importante, c'est le transfert du personnel. C'est clair que c'est d'une violence incomparable. Nous n'avons même pas le choix. C'est ça ou la porte.
qui nous met en lien avec l'autre lutte, qui est la Convention collective nationale, donc qui est le socle social de tous les cheminots, y compris du public et du privé. Donc elle est débattue en ce moment entre l'UTP, donc l'Union des transporteurs ferroviaires, hein, y compris les Transdev, les grands privés, ils sont déjà là à négocier avec nous sur ces conventions nationales. Et les propositions que fait la CGT sur cette convention collective nationale, c'est d'ouvrir l'action sociale des cheminots SNCF aux cheminots du privé. Ça veut dire par exemple le régime spécial de retraite, la caisse de prévoyance, l'action sociale, c'est aussi les CE et tout ça. Donc, et notre but, c'est d'essayer d'ouvrir ces choses-là aux entreprises privées pour qu'on puisse sauver, en gros, parce que là, on est 130 000, 140 000 cheminots. La CGT, elle prévoit qu'à peu près 30 à 40 000 cheminots seront transférés au privé. Donc, pour après pouvoir gérer une caisse de prévoyance et de retraite, c'est pas possible, quoi. D'autant plus que le 4e paquet ferroviaire européen n'oblige plus l'État français à remettre la main à la poche si la caisse est déficitaire. Donc aujourd'hui, depuis l'application du 4e paquet ferroviaire, ça se fait par décret. Tous les ans, donc le gouvernement décrète « je reverse tant à la caisse ». Il n'est plus obligé de le faire. C'est-à-dire qu'un jour, s'il ne veut plus le faire, eh ben, il ne le fait plus et la caisse est morte, quoi. Ensuite, donc les premières privatisations ont été annoncées. Je dis privatisation, hein, je dis pas ouverture à la concurrence, parce qu'ouverture à la concurrence, c'est juste une façon de déguiser de le dire. Hein. Surtout que là, ça va être les premières lignes donc, de train d'équilibre du territoire, hein, anciennement intercité. Donc on parle de Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon. Donc c'est là à la fin de l'année, hein, que seront mis en place les appels d'offres. Donc il faut se battre. Donc, vu que c'est les trains d'équilibre du territoire, oui, c'est là où je veux en revenir, c'est que c'est directement géré par l'État, par le ministère des Transports. Donc vu que le ministère des Transports il est aux mains de Macron, il va faire tout, il va faire en sorte que ça passe au privé, que ce soit un petit laboratoire pour la suite, quoi, hein. Dans la région Grand Est, il y a 2 semaines, le chargé des transports de la région Grand Est a annoncé dans le Républicain Lorrain qu'il irait plus loin que la réforme Macron et qu'il donnerait des bouts de ligne, donc le réseau, en concession de 22 ans à des entreprises privées, et il parle notamment de Vinci, donc vraiment sur le modèle des autoroutes, hein, parce qu'on sait très bien que ça se passe très bien sur les autoroutes. Aussi un petit mot sur la répression syndicale, qui a été très forte après le mouvement de l'année dernière. Même dans ma région, un camarade qui a carrément été radié pour un échange, on va dire, un peu houleux avec un cadre. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Radié, en général, c'est vol, viol, meurtre, ce genre de choses, quoi. C'est pas un mot déplacé pendant une grève. Et là, on en est là aujourd'hui. Et ensuite, quelque chose de très proche. Donc la semaine prochaine, on sera à Bruxelles, à l'appel de l'ETF. Donc c'est un syndicat européen des transports. Donc on sera à Bruxelles avec, j'espère, beaucoup de camarades cheminots d'autres pays européens, mais aussi le personnel de l'aviation, les personnels portuaires. Et donc ça se fera devant la Commission européenne de Bruxelles. Après, si vous avez des questions sur les luttes à venir, etc., je suis tout à fait prêt à vous répondre là-dessus. Merci beaucoup.